Émile ouvre les yeux dans un lieu dont la froideur le transperce jusqu'aux os. Autour de lui s'étend un immense espace obscur où même l'air semble immobile, alourdi d'un silence terrifiant. Les murs semblent faits d'ombres mouvantes, parcourus de reflets argentés qui dansent dans une lumière étrange, diffusant une atmosphère irréelle. Devant lui, un portail colossal, orné de gravures d'animaux et de visages figés dans des expressions de terreur, se dresse comme une sentinelle. À peine ose-t-il avancer, mais l'appel d'une voix grave et autoritaire le pousse en avant, contre sa volonté, vers ce seuil inconnu. Il sent son cœur s'emballer, ses jambes tremblantes, son esprit tourmenté par des questions sans réponse. Où est-il et pourquoi est-il ici? Le portail s'ouvre lourdement dans un grincement funeste, dévoilant une salle grandiose mais glaciale. Des colonnes de marbre noir s'élèvent jusqu'à disparaître dans l'obscurité du plafond, et des rangées de bancs vides s'étendent de chaque côté, comme des témoins silencieux. Au centre de la pièce, une estrade imposante se dresse, et sur celle-ci se tient une figure mystérieuse, enveloppée dans une cape noire, le visage masqué. Cet inconnu semble être le maître des lieux, un accusateur silencieux dont la seule présence intimide Émile au point de le paralyser. Émile tente de parler, de demander où il se trouve, mais sa voix se brise. La figure masquée l'observe avec une intensité glaciale, puis lève une main ornée d'un gant noir et, dans un murmure qui résonne étrangement, il prononce « Bienvenue au jugement ». Les mots s'infiltrent dans l'esprit d'Émile comme un poison, et il ressent une angoisse indescriptible monter en lui. Pour quel crime suis-je ici? Ose-t-il enfin demander. Mais sa voix se perd dans le silence épais de la salle. La silhouette ne répond pas, se contentant d'un geste l'invitant à se préparer au procès. À cet instant, Émile comprend que ce jugement ne sera pas ordinaire, et un pressentiment l'envahit. Il est ici pour une faute qu'il ignore encore, mais dont il pressent la gravité. Émile se retrouve face à un groupe de juges masqués, alignés dans une symétrie parfaite, assis sur des sièges imposants comme des trônes funèbres. Leurs visages, cachés derrière des masques ornés de symboles anciens, semblent dépourvus de toute humanité. Chacun de leurs mouvements est calculé, mesuré, et l'atmosphère dans la salle est si tendue qu'elle paraît palpable. Une voix résonne, froide et solennelle. Vous êtes ici pour répondre de vos actes. Ces mots
s'enfoncent dans l'esprit d'Émile comme des lames de glace, provoquant un frisson qui parcourt son échine. Mais quels actes? Demande Émile, la gorge nouée par l'angoisse. Il tente de maintenir son calme, mais l'incompréhension l'oppresse, le plongeant dans un abîme de doute. Les juges restent silencieux, immobiles, leur regard inquisiteur et invisible planté sur lui. L'accusateur sans visage s'avance alors, levant une main accusatrice. « Vous êtes ici pour des crimes que vous refusez de voir », annonça-t-il d'une voix qui résonne dans toute la salle, amplifiée par une acoustique surnaturelle. Cette accusation, aussi vague soit-elle, résonne profondément en Émile, éveillant une peur qu'il ne parvient pas à définir. Les mots semblent peser sur ses épaules comme un fardeau invisible. Chaque seconde passée sous le regard des juges accentue son malaise, sa confusion grandissante. Émile repasse en mémoire des fragments de sa vie, cherchant désespérément un indice, une faute qui pourrait expliquer sa présence ici. Mais ses souvenirs se brouillent, chaque détail se teintant de culpabilité. L'accusateur reste impassible, comme s'il attendait qu'Émile se condamne lui-même. « Que dois-je avouer ?» murmura-t-il finalement, comme une supplique. Mais le tribunal reste de marbre, ne laissant entrevoir aucune clémence ni explication. Émile, seul face à ce tribunal impitoyable, est forcé de se plonger dans ses souvenirs. Les juges semblent exiger qu'il revisite chaque instant de sa vie, comme s'il cherchait à sonder la profondeur de ses regrets, de ses choix, de ses erreurs. Émile ferme les yeux et se voit enfant, puis adolescent, adulte. Chaque période marquée par des décisions, des actions parfois impulsives, parfois réfléchies. Ces souvenirs qu'il croyait anodins prennent soudain une autre dimension. Chaque geste, chaque parole, le renvoyant à un passé teinté d'erreurs. Il revoit des moments où il a agi par égoïsme, des instants où il n'a pas osé s'affirmer, d'autres où il s'est soumis aux volontés d'autrui par peur de déplaire. Ce passé qu'il pensait derrière lui se dresse maintenant comme un juge implacable, révélant des failles qu'il avait tenté d'ignorer. Les visages de personnes qu'il a connues, des amis, des amours, des étrangers, défilent dans son esprit, chacun semblant le fixer avec un regard d'incompréhension, de reproche. Le poids de la culpabilité l'accable, mais une question persiste, lancinante. Comment peut-il être jugé pour des actes qu'il n'a jamais perçus comme des crimes? Chaque souvenir devient une énigme, un fragment de sa vie qu'il examine sous l'angle impitoyable du tribunal.
Il cherche des signes, des indices, mais rien ne lui révèle la raison précise de ce jugement. Les juges, quant à eux, restent figés, insensibles, leur silence renforçant le sentiment de solitude et de vulnérabilité d'Émile. C'est alors qu'il commence à douter de lui-même, de ses propres perceptions, se demandant si la faute ne résiderait pas dans sa propre incapacité à se voir tel qu'il est. Émile, accablé par ses souvenirs et désemparé, lève finalement les yeux vers l'accusateur, cette figure silencieuse dont la présence écrase. Son masque sans traits, lisse et impassible, reflète les tourments d'Émile sans en trahir aucun en retour. Pensez-vous connaître vos fautes ? Murmure l'accusateur d'une voix lente et froide, presque moqueuse. Ces mots, simples mais chargés d'ironie, éveillent en Émile une colère sourde. Il ne comprend pas. Il se sent piégé dans un cauchemar où tout est contre lui. Et même ses souvenirs semblent se retourner pour l'accuser. Dans un élan d'indignation, il demande des réponses, exige de connaître la nature de ses crimes. Mais l'accusateur, d'un geste détaché, le toise de toute sa hauteur, et sa voix résonne comme un couperet. Les crimes que l'on refuse de voir sont souvent ceux que l'on inflige à soi-même. Émile se sent alors vaciller. Il a toujours pensé mener sa vie avec sincérité, mais cette phrase jette une ombre sur tout ce qu'il croyait être vrai. C'est alors que, dans un silence funeste, l'accusateur lève lentement les mains vers son masque et commence à le retirer. Émile retient son souffle, s'attendant à découvrir le visage de son persécuteur, à enfin mettre un nom sur son juge. Mais derrière le masque, il ne voit qu'une surface lisse, semblable à un miroir. Un miroir qui reflète son propre visage, marqué par la fatigue, les doutes et la peur. Il se voit, accablé et perdu, son propre regard plein de reproches. Le visage de ce reflet agit comme une lame qui pénètre jusqu'à son âme. Émile comprend, dans une épiphanie brutale, que ce tribunal, cet accusateur, ne sont rien de plus que le reflet de sa propre conscience, le jugement silencieux qu'il porte sur lui-même. Il recule, pris de vertige, réalisant que ses fautes, réelles ou imaginaires, sont façonnées par son regard sur lui-même. Un regard influencé par les attentes des autres et sa peur constante de décevoir. Tandis qu'Émile observe son reflet, des souvenirs plus profonds émergent, comme des fragments longtemps enfouis dans l'obscurité de sa mémoire. Des visages, des regards, des mots lui reviennent,
chacun symbolisant les attentes que les autres ont placées sur lui. Un parent autoritaire, des amis qui attendaient qu'il les soutienne sans faille, des collègues qu'il n'a jamais osé contredire. Ces attentes semblent peser sur lui comme des chaînes invisibles, des liens qu'il a acceptés, parfois sans même s'en rendre compte. Il se rend compte, avec une douleur intense, que nombre de ses décisions, de ses choix, ne sont pas vraiment les siens. Il a souvent agi pour plaire, pour éviter les conflits, pour être accepté, mais rarement pour lui-même. La culpabilité qu'il ressent n'est-elle pas alors que le reflet de cette incapacité à se libérer des regards extérieurs? Ce tribunal étrange, ces juges silencieux, tout semble être la matérialisation des projections et des jugements qu'il a intériorisés, un reflet de toutes les pressions sociales qui l'ont façonné. Émile se remémore des moments où il a trahi ses propres valeurs pour éviter la désapprobation, où il s'est effacé pour se conformer aux attentes. Ces souvenirs, qui lui semblaient anodins auparavant, prennent un nouveau sens, comme si chaque petit renoncement, chaque compromis avait contribué à forger les chaînes qui l'entourent aujourd'hui. Son reflet le regarde avec un mélange de reproches et de tristesse, lui rappelant les rêves qu'il a abandonnés pour satisfaire les autres. Cette prise de conscience agit comme un électrochoc. Il réalise qu'il a longtemps été prisonnier d'un désir de conformité, d'une peur maladive de décevoir. Le tribunal silencieux devient alors un symbole de ses propres regrets, un lieu où il est condamné à revivre ses instants de soumission aux attentes d'autrui. Émile sent la colère monter, non pas contre les juges, mais contre lui-même, pour avoir laissé ses pressions définir qui il est. Dans le silence étouffant de la salle du jugement, Émile est seul face à lui-même, face à ses remords et à ses regrets. Chaque souvenir, chaque choix influencé par les autres, le ronge. C'est une douleur sourde, profonde, qui se manifeste par une sensation d'étouffement. Il voit les visages de ceux qu'il a laissés le modeler, les sourires des moments où il a sacrifié sa véritable identité pour un semblant de paix. Il se rend compte, avec un amer regret, qu'il n'a jamais vraiment été maître de sa vie, qu'il a cédé sa liberté pour le confort de la conformité. Les murs d'ombre de la salle semblent se refermer sur lui, comme s'il voulait absorber les restes de sa volonté. Son propre jugement intérieur devient implacable, sans clémence ni pitié. Il tente de se justifier, de se dire qu'il n'avait pas le choix, qu'il agissait pour préserver des relations ou éviter des conflits. Mais une petite voix en lui le pousse à admettre la vérité. Il a souvent pris la voie la plus facile,
celle qui lui épargnait l'effort de se battre pour lui-même. Émile se sent acculé, incapable d'échapper à ce procès intérieur. L'angoisse, la honte, le regret se mêlent, lui donnant l'impression d'être aspiré dans un tourbillon de remords. Chaque seconde dans cette salle semble étirer le temps, lui offrant un aperçu douloureux des conséquences de ses renoncements. Il a l'impression que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a choisi de ne pas faire, se retourne contre lui pour l'accuser. Dans un élan de désespoir, Émile implore les juges de lui accorder une seconde chance, de le libérer de ce fardeau. Mais les juges, ces figures anonymes et silencieuses, restent imperturbables, observant sa supplication sans aucune émotion. Leur immobilité est le reflet de son impuissance à revenir en arrière. Émile comprend alors que la véritable rédemption ne viendra pas d'eux, mais de lui-même, d'une libération intérieure qu'il n'a jamais osé poursuivre jusqu'ici. La tension dans la salle atteint son paroxysme. Émile, fatigué et désorienté, observe les juges se lever lentement, leur silhouette imposante se dessinant dans l'ombre comme des figures spectrales. L'accusateur, toujours sans visage, annonce que l'heure du jugement est arrivée. Ces mots résonnent en lui comme un écho glacé, déclenchant une panique incontrôlable. Son cœur bat si fort qu'il en a le souffle coupé, et une peur viscérale le submerge. Il est hanté par une seule pensée. Peut-il vraiment être pardonné pour ses choix guidés par la peur de décevoir, par ses compromis qui l'ont éloigné de lui-même? Les juges restent silencieux, leur regard invisible mais implacable. Émile est alors forcé de revivre ses décisions, de ressentir le poids de chaque choix influencé par les autres. Il se voit dans des situations où il a abandonné ses propres convictions pour se conformer, pour plaire ou éviter le jugement. Il revoit les regards de ceux qu'il pensait satisfaire, mais aussi le vide qu'il ressentait chaque fois qu'il reniait ses valeurs. Ce vide s'élargit désormais en lui comme une blessure béante, et il comprend que ce tribunal est moins une punition qu'un miroir de son propre mépris de soi. L'accusateur lève alors une main et, sans un mot, montre un parchemin. Les noms des personnes qu'Émile a laissé influencer sa vie sont inscrits. Mais plus surprenant encore, il y voit également ses propres aspirations, ses rêves sacrifiés. Chaque ligne semble s'enflammer à mesure qu'il les lit, rappelant les fragments de lui-même qu'il a laissés derrière, écrasés sous le poids des attentes extérieures. Dans un dernier effort, Émile avoue ses erreurs, ses peurs,
sa complaisance. Il se demande alors, dans un murmure, s'il est possible de retrouver cette part de lui qu'il a abandonnée. Le silence suit sa confession, un silence qui résonne dans toute la salle, oppressant. Il est submergé par une sensation de libération mêlée de désespoir, une prise de conscience douloureuse mais nécessaire. Les juges, sans prononcer de sentence, disparaissent lentement dans l'obscurité, laissant Émile seul face à cette dernière question. Et s'il était, depuis toujours, son propre geôlier? Émile, comme happé hors de cette dimension oppressante, se réveille brusquement. Il est dans sa chambre, en sueur, le cœur tambourinant encore sous l'effet de cette vision qui le hante. Tout lui semble étrangement silencieux, comme si le monde s'était arrêté pour lui laisser un moment de réflexion. Ce rêve, ou cette révélation, a laissé une empreinte indélébile dans son esprit. Il prend quelques instants pour observer les objets autour de lui, des éléments simples de sa vie quotidienne, mais qui prennent soudain une signification nouvelle. Il réalise que ces détails, ces choix qu'il a négligés ou pris pour acquis, sont le véritable tribunal de son existence. L'expérience du tribunal mystérieux ne le quitte pas. Il se sent comme un homme changé, mais troublé par une nouvelle incertitude. Il comprend que ce jugement, bien que terrifiant, n'était que le reflet de ses propres peurs, de ses propres doutes. La véritable condamnation n'est pas venue des juges anonymes, mais de lui-même, de son incapacité à vivre pour ses propres convictions. La question reste donc ouverte. Peut-il désormais agir selon ses propres valeurs? Ou restera-t-il à jamais prisonnier des attentes d'autrui? Dans ce silence apaisant de l'aube, Émile contemple la possibilité de se libérer, de reprendre les rênes de sa vie avec une nouvelle clarté. Mais il sait aussi qu'il lui faudra se battre contre des habitudes ancrées, contre cette propension à se soumettre aux jugements extérieurs. Le tribunal intérieur, bien que silencieux, demeure en lui, et la sentence reste suspendue, prête à ressurgir à la moindre faiblesse. La fin de cette épreuve lui laisse un goût amer, mais porteur de promesses. Le véritable jugement du dernier jour n'est pas celui d'une autorité extérieure ou d'un tribunal mystique, mais celui qu'on se porte à soi-même, au quotidien, chaque fois que l'on renonce à ce que l'on est. Le récit de cette nuit restera gravé en lui comme un avertissement et une quête à poursuivre. Ce jugement, c'est le miroir de sa propre existence, et c'est en ce miroir qu'il devra désormais chercher sa vérité, s'il veut, un jour, enfin se sentir libre. Fin de l'histoire. À bientôt.